Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de WAB Info Télévision, à cette nouvelle séance de décryptage. Alors, vous savez, tous les jours, WAB Info, n'est-ce pas, c'est fourvoie à vous décrypter les différents faits d'actualité, qu'il s'agisse des actualités liées aux questions politiques, plus principalement d'ailleurs, mais également des actualités liées aux questions sécuritaires, économiques, sociales et même diplomatiques. Donc, WAB Info Télévision vous plonge quotidiennement dans les décryptages et l'analyse des différents faits d'actualité. Et aujourd'hui, je suis très heureux, n'est-ce pas, de vous présenter cette nouvelle séance des WAB décryptage. Alors, mon prédécesseur, Jeanine Touali, venait de faire n'est-ce pas, le point sur l'actualité sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, notamment avec les allégations de Corneille Nangaa en réponse, n'est-ce pas, à son invitation à Luanda dans le cadre de dialogue intercongolais qui devrait être, n'est-ce pas, à coordonné, disons, qui devrait connaître comme facilitateur le président angolais Lorenzo. Donc, il a essayé un peu de faire le point sur cette situation-là. Et nous, on revient, n'est-ce pas, dans le cadre de cette nouvelle séance de décryptage sur Web Info Télévision pour vous plonger dans une actualité chaude qui vient justement d'être annoncée. C'est un nouveau litige, grandeur nature d'ailleurs, parce que ce n'est pas n'importe quel litige opposant la République démocratique du Congo aux États-Unis, s'il vous plaît. Les mêmes États-Unis grâce auxquels la RDC est parvenue à signer un accord de paix avec le Rwanda. Donc, la RDC entre dans un litige et pas n'importe quel litige, puisqu'on va devoir vous en parler dans le cadre de ce WAP décryptage. On va d'ailleurs décrypter, et quant à vous maintenant de nous donner vos différents avis, RDC, États-Unis dans un litige, et il devrait même y avoir un procès entre la République démocratique impliquant directement la RDC et les États-Unis d'Amérique dirigés par Donald Trump. Alors ça tombe un peu au moment inopportun, hein, puisque la RDC est en train de compter sur la force des États-Unis pour, n'est-ce pas, parvenir à pacifier sa partie orientale. Hein. Vous savez, le nord, les sites Kivu qui sont jusque-là sont passés sous le commande de l'AFCM 23. Donc, la RDC espérait que grâce aux États-Unis, cette partie-là pourrait, n'est-ce pas, retrouver ou disons pourrait repasser sous le commande même de Kinshasa. Mais un nouveau litige vient d'exploser entre la RDC et les États-Unis. De quoi il s'agit exactement? On va devoir vous en parler dans le cadre de cette émission. On va également vous parler de Moïse Katumbi qui vient d'éviter la honte, qui vient de sauver quasiment la République démocratique du Congo d'une situation vraiment très difficile, d'une honte, d'une opprobre quasiment. Moïse Katumbi, en tant que fils du pays, vient de sortir la République démocratique du Congo de cette honte-là. On va devoir vous parler de cette honte-là, toujours dans les cadres de ces WAP décryptage. Mais avant cela, de quoi il s'agit d'abord en ce qui concerne ces litiges entre la République démocratique du Congo et les États-Unis? Alors la RDC, vous savez, aujourd'hui nous sommes à l'ère de la modernité. Donc la RDC voulait en quelque sorte moderniser son système économique pour être plus global. Et donc la RDC avait recouru à une société américaine, une société des droits américains, n'est-ce pas, pour venir en quelque sorte moderniser son administration dans les cadres économiques, vraiment dans les cadres économiques, dans les cadres également des finances, dans les secteurs des finances. Et donc la RDC avait recouru à la sous-traitance, n'est-ce pas, d'une société de droit américain, d'une société américaine qui œuvre dans les cadres, n'est-ce pas, de la modernisation technologique des différentes institutions. Alors, dans les cadres de ces deals-là, dans le cadre de cette affaire-là, la RDC aurait, n'est-ce pas, différents dignitaires du pouvoir de Kinshasa se seraient livrés à des actes de corruption. Ils auraient demandé des pots de vin après la signature de ces contrats-là entre la RDC et cette société américaine-là. Alors l'affaire s'évalue à des milliards de dollars. Pour être plus précis, Africa Intelligence parle de 4 milliards de dollars
n'est-ce pas, impliqués dans cette affaire-là entre la RDC et la société américaine. Alors, on va devoir maintenant faire le point sur cette situation pour que vous sachiez de quoi il s'agit réellement, très chers abonnés. Vous êtes d'ailleurs les mieux informés des, voilà, du monde avec Web Info Télévision, puisque nous partons vraiment piocher plus bas que terre, creuser pour, n'est-ce pas, vous mettre au parfum des différentes actualités, puisque cette affaire, jusque-là en RDC, c'est une affaire qui est encore louche, qui n'est pas encore, n'est-ce pas, qui n'est pas encore très médiatisée, et les peu de médias qui ont essayé un peu de la relayer l'ont fait de manière un peu superficielle, à la va-vite, juste avec quelques éléments. Mais nous, après avoir plongé vraiment, après avoir creusé, nous sommes revenus avec beaucoup plus de détails. Alors, de quoi il s'agit exactement? Nous partons d'abord du contexte général de ces litiges-là entre la RDC et une société américaine, plus précisément la société Pay Service Bank. C'est ça. C'est une banque, une société FinTech basée à Idaho. Nous sommes aux États-Unis. Cette société-là a été engagée par le gouvernement congolais pour un projet de digitalisation de l'économie de la RDC. Alors, je vous ai parlé, n'est-ce pas, de ces contrats signés entre la RDC ou le gouvernement congolais et cette société-là américaine qui œuvre dans la digitalisation, n'est-ce pas, des différents secteurs, qu'il s'agisse des secteurs économiques ou financiers. Donc, la RDC, comme elle veut basculer ou elle veut faire basculer son administration financière vers une administration digitale pour éviter notamment des histoires de la paperasse, des histoires là un peu archaïques, la RDC a recouru donc à cette société américaine dénommée Pay Service Bank, n'est-ce pas, pour essayer un peu de digitaliser les secteurs de l'économie en République démocratique du Congo. Alors, ces contrats visaient à moderniser les systèmes financiers et économiques du pays en incluant potentiellement des services de paiement numérique, des gestions des finances publiques et d'autres initiatives de FinTech. Voilà donc, c'est autour de quoi, n'est-ce pas, tourner ces contrats. C'est-à-dire le paiement numérique, la gestion des finances publiques et d'autres initiatives de FinTech. Cependant, selon les allégations des officiels congolais, des officiels congolais ont exigé des pots de vin après la signature du contrat. Lorsque Pay Service a refusé, le contrat a été résilié unilatéralement, menant à une plainte pour violation des contrats et interférences délictueuses. Donc, selon nos sources ici que nous sommes en train d'utiliser, d'ailleurs des sources dignes de foi puisque nous avons essayé un peu de les recouper, les autorités congolaises ont exigé des pots de vin. Alors chez nous, on appelle ça rétrocommission. Vous rappellerez qu'au bout d'un moment, le président Félix Tshisekedi avait dit que la rétrocommission n'était pas du tout une infraction en République démocratique du Congo. Il avait dit que c'était des arrangements. Donc, les autorités congolaises ont exigé des pots de vin, des rétrocommissions après la signature de ces contrats-là entre la RDC et Pay Service Bank, cette société américaine. Malheureusement pour les autorités congolaises, cette société-là a refusé de leur verser ces pots de vin et donc les autorités congolaises ont décidé, n'est-ce pas, d'annuler, de résilier les contrats de manière unilatérale. Alors vous êtes en train, très chers abonnés, de comprendre en quelque sorte de quoi il s'agit dans le cadre de cette nouvelle affaire qui vient d'exploser vraiment et qui met la République démocratique du Congo devant un contentieux avec les États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît. Les États-Unis d'Amérique, que la RDC est partie, n'est-ce pas, solliciter pour, n'est-ce pas, aboutir à la signature des accords de paix avec le Rwanda. Malheureusement, ce sont les mêmes États-Unis d'Amérique qui devraient entrer en procès avec la République démocratique du Congo. Alors, ces litiges s'inscrivent dans un contexte plus large de tensions autour de la corruption en République démocratique du Congo, où des entreprises étrangères sont souvent rapportées
des demandes illégales, ont souvent rapporté des demandes illégales de la part des officiels congolais. Il met en lumière les défis de la gouvernance sous le président Félix Tshisekedi, qui cherche à renforcer les liens avec les États-Unis d'Amérique pour des questions de sécurité régionale. Voilà donc ce que j'étais en train de vous dire. Au même moment où Tshisekedi, Kinshasa, le régime de Kinshasa ou plus globalement la République démocratique du Congo est en train, n'est-ce pas, de faire les yeux doux aux États-Unis pour, n'est-ce pas, pacifier la région de l'Est du pays. Au même moment, le gouvernement congolais, malheureusement les autorités congolaises, ça livre à des actes de corruption qui vont au-delà, puisque maintenant ce sont des actes de corruption qui impliquent les autorités congolaises en face, n'est-ce pas, d'une société ou d'une banque américaine. Vous comprenez donc le contexte dans lequel se trouve cette affaire. Le contexte dans lequel vient exposer cette nouvelle affaire. Alors, la partie qui est plaignante, c'est cette société américaine Pay Service Bank, qui est une institution financière spécialisée dans les services bancaires et fintech. Donc, et là, ces avocats qui sont en train de, n'est-ce pas, qui ont déposé officiellement plainte contre la République démocratique du Congo. Et la partie défenderesse, tout naturellement, c'est la RDC. Alors, qui sont les différents dignitaires congolais impliqués dans cette affaire-là? Il ne faut pas simplement parler de la RDC ou des autorités congolaises sans indexer exactement les différents dignitaires congolais, les différentes autorités congolaises qui sont impliquées dans cette affaire-là. D'abord, bon, tout naturellement, la partie défenderesse, c'est la RDC. Mais la RDC est représentée dans le cadre de cette affaire par plusieurs personnalités. Il s'agit notamment du ministre d'État chargé du portefeuille de la République démocratique du Congo. Il s'agit également des personnalités clés vraiment du pouvoir congolais accusées d'avoir tenté de corrompre cette société-là, Pay Service Bank, cette société américaine. On cite notamment, à travers notamment la source que nous avons contactée, Jilimboui Chikou, Doudou Fouamba, l'actuel ministre des Finances, Anthony Kinzo, qui est devenu vraiment spécialiste dans plusieurs, qui est très cité dans plusieurs dossiers de malversation financière. André Wameso, l'actuel gouverneur de la Banque centrale du Congo, Célestin Moukeba, Norbert Eolo, Jean-Pierre Dikoma Kitenge, Afi Badaga, Sandra Chibonge, Jean-Luc Mugogwa Kachelewa. Ces individus sont des officiels de haut rang impliqués dans les ministères de Finances, du portefeuille et d'autres secteurs liés à l'économie. Voilà donc les noms qui ont été cités jusque-là. Alors peut-être que ce n'est pas tout, mais les premiers noms qui sont cités jusque-là, je viens de vous les citer également. Il y a entre autres, parmi ces noms, André Wameso, l'actuel gouverneur de la Banque centrale du Congo, qui est en train de se battre, selon lui-même, pour, n'est-ce pas, l'appréciation du franc congolais vis-à-vis du dollar. Donc, André Wameso, il y a Doudou Fouamba, l'actuel ministre des Finances, également, qui est cité dans cette affaire-là. Mais également, l'autre nom qui revient généralement avec insistance, c'est Anthony Kinzo, d'ailleurs, le directeur des cabinets du chef de l'État Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, ces trois personnalités-là sont les plus connues du grand public dans cette affaire-là. Alors, la plainte a été déposée devant la Cour des districts des États-Unis pour les districts d'Idaho. Nous sommes là aux États-Unis, il y a même le numéro. Alors, on va vous épargner, n'est-ce pas, les détails liés au numéro de cette plainte-là. Les juges présidents, c'est Raymond Patrico. La juridiction est basée sur une question fédérale, donc il y a beaucoup de détails. On va devoir vous épargner de tous ces détails-là, mais allons aux choses concrètes. Quelles sont les allégations qu'on impute à la République démocratique du Congo et à ses différents dignitaires dont je venais de citer les noms? Alors,
La société Play Service allègue que le contrat de digitalisation de l'économie congolaise a été signé légalement, mais que les défendeurs l'ont rompu sans justification après que la société a refusé de payer les pots de vin. Donc, la société américaine accuse les autorités congolaises d'avoir rompu unilatéralement, sans même consulter, n'est-ce pas, cette société, le contrat de digitalisation de l'économie congolaise, simplement parce que les autorités congolaises auraient demandé à cette société-là de leur verser de pots de vin ou des rétrocommissions. Alors peut-être que le mot rétrocommission semble plus élégant, mais ce sont des pots de vin, de cas de corruption. Donc après que les autorités congolaises ont donné, n'est-ce pas, le contrat à cette société-là, je ne sais pas s'il y a un appel d'offres ou comment, de cette société américaine-là, elles ont exigé en retour une somme d'argent, des pots de vin, mais cette société américaine-là aurait refusé, n'est-ce pas, de verser. Voilà pourquoi les autorités congolaises ont rompu unilatéralement ces contrats-là. Des officiels congolais auraient exigé des paiements illégaux pour maintenir les contrats en vigueur. Lorsque Pay Service, cette société américaine, a refusé, le contrat a été annulé, causant des pertes financières importantes à la société américaine. La plainte inclut des allégations d'interférence avec les obligations contractuelles où les défendeurs auraient saboté l'accord pour des motifs corrompus. Les dossiers mentionnent des réclamations en matière de contrat et quasi-contrat ainsi que des interférences tortueuses soulignant un schéma de corruption systémique. Donc, j'espère que vous êtes en train de bien nous capter, très chers abonnés. Ces allégations sont soutenues par des preuves internes des Pay Service, mais les détails exacts du contrat, comme la date de signature, les clauses spécifiques, ne sont pas publics dans les résumés disponibles. Les litiges mettent l'accent sur les refus des Pay Service de se plier à des pratiques corrompues, ce qui a conduit à la réalisation. Donc, selon la plainte des Pay Service, cette société américaine, les autorités congolaises ont rompu le contrat simplement du simple fait que cette société n'a pas, n'est-ce pas, voulu verser des corruptions ou de rétrocommissions ou des remerciements, ça dépend comment vous l'appelez chez vous, mais quand même, ici, il s'agit de pots de vin de cas de corruption. Alors, certains rapports indiquent une réclamation de 72 millions de dollars américains pour violation des contrats directs, couvrant probablement le coût investi et la perte immédiate. D'autres sources, en revanche, d'ailleurs, sur la source que nous avons essayé un peu de soulever les informations en début de l'émission, c'est Afrique Intelligence. C'est vraiment une structure qui est spécialisée, n'est-ce pas, dans la récolte des différentes données liées à la corruption constatée notamment dans différents gouvernements africains. Donc, Afrique Intelligence, elle soulève un montant allant jusqu'à 4 milliards de dollars, incluant potentiellement des dommages punitifs, des profits perdus sur le long terme et l'impact économique global du projet avorté. Cela pourrait refléter la valeur estimée du contrat de digitalisation qui visait à transformer l'économie congolaise en une économie vraiment digitalisée. Alors, Afrique Intelligence parle de 4 milliards de dollars en jeu dans le cadre de ces larges contrats-là de digitalisation de l'économie congolaise. Alors, les montants exacts sera clarifié lors du procès. Donc, jusque-là, on est en train de tergiverser autour du montant exact, mais après les investigations de Afrique Intelligence, ces montants-là, n'est-ce pas, vont jusqu'à 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, le montant qui voit plusieurs autorités congolaises être impliquées, n'est-ce pas, dans les cas de corruption face à une société américaine, mesdames et messieurs. Alors, voilà donc l'affaire qui cloue une fois de plus la République démocratique du Congo et qui vient laisser transparaître toute la mauvaise gouvernance qu'on ne cesse de décrier
que la plupart des gens ne cessent de décrier, que les Congolais, qui soient du Congo ou d'ailleurs, ne cessent de décrier. La RDC est devenue quasiment l'environnement parfait pour la corruption. Récemment, on était en train d'ailleurs de décrypter avec notre confrère Jenin Touali sur le fait qu'aujourd'hui, tous les ministres, chacun dans son secteur bien évidemment, créent des projets simplement pour avoir de l'argent, pour créer des poches de corruption. Aujourd'hui, ça c'est une autre affaire. À la hauteur de 4 milliards de dollars, mesdames et messieurs. 4 milliards de dollars. C'est quasiment le montant du budget qui faisait fonctionner la RDC sous Kabila. Puisque la RDC, le budget de la RDC vacillait autour de 4, 5, 6 milliards de dollars sous Kabila. Et les pays fonctionnaient. Mais pour un simple projet de digitalisation de l'économie congolaise, 4 milliards de dollars sont en jeu. Et plusieurs dignitaires du pouvoir congolais sont cités dans les cas de corruption. Donc, quasiment, la RDC est devenue, comme le disait Évariste Bochab, une moustiquaire où l'argent sointe de partout. L'argent passe, en tout cas, de partout. Les gens détournent partout dans leur secteur, dans leur propre secteur. Ce n'est pas normal. Au point que plusieurs sociétés étrangères qui postulent effectivement lors des appels d'offres ne parviennent plus à venir œuvrer en République démocratique du Congo simplement parce que plusieurs ministres, plusieurs dignitaires, plusieurs autorités congolaises leur exigent de corruption pour avoir le marché. Donc aujourd'hui, lorsqu'une entreprise étrangère vient en RDC avec un projet, on lui exige, n'est-ce pas, de corruption, de montant de l'argent ou des prestations illégales afin d'avoir le marché en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, avoir un marché en République démocratique du Congo est conditionné par la corruption. Et les entreprises, les rares, je suppose, qui refusent à se plier à cette exigence illégale-là, sont sommées de repartir chez elles ou voient leur contrat, le contrat leur mettant en engagement avec le gouvernement congolais être coupé, cassé, rompu. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Malheureusement, et comme je l'ai dit en début d'émission, cette affaire ici met face à face la RDC et les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique que les autorités congolaises sont parties s'y plier pour venir, n'est-ce pas, s'impliquer dans la pacification de la région de l'Est du pays. Donc c'est grave qu'on en soit là. Qu'on en soit là simplement parce que, n'est-ce pas, certaines autorités congolaises ont décidé, n'est-ce pas, de rompre un contrat d'immense signé simplement parce qu'ils n'ont pas eu en retour, n'est-ce pas, de pot de vin. Et c'est devenu quasiment la chanson en République démocratique du Congo au début du mandat de Félix Tshisekedi. Lorsque Kamere avait sollicité de rétrocommission, le président lui-même l'avait défendu en disant que les rétrocommissions n'étaient nullement des cas de corruption. Aujourd'hui, on se rend compte que voilà, il y a certains dignitaires du pays qui ont exigé de l'argent auprès de cette société américaine, cette société qui devrait venir digitaliser l'économie congolaise. Voilà pourquoi on se rend même compte que les projets n'avancent pas. On annonce les débuts des projets, mais les projets n'avancent pas. Les projets avortent. C'est peut-être lié au fait que lorsque la signature du contrat vient d'être faite, les autorités congolaises exigent de l'argent en retour. Et comme ces sociétés-là ne veulent pas se plier à cette exigence illégale, les projets s'arrêtent brusquement et n'avancent pas. Parce qu'aujourd'hui, si on essaie un peu de demander, de faire le bilan de la digitalisation de l'économie congolaise, du secteur des finances congolais, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est?
C'est peut-être voilà, quelques institutions qui ont été digitalisées, encore à quelques proportions. Mais globalement, où est-ce qu'on en est? Puisque c'était la chanson voilà, du régime en place lors de son avènement au pouvoir, il faut digitaliser les secteurs de l'économie afin de rendre, n'est-ce pas, transparent ces secteurs-là, afin que toutes les tractations qui s'y feront puissent se faire de manière transparente. Mais là, on en est à une situation où on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Heureusement qu'à travers des structures telles qu'Africa Intelligence et d'autres sonneurs d'alarme, nous venons de tomber sur la véritable raison du blocage de la digitalisation du secteur de l'économie en RDC. Il y aurait eu corruption, demande de corruption de la part des autorités congolaises. Alors, on va y revenir avec d'amples détails après, mais retenez qu'aujourd'hui, demain, ou après-demain, dans la perspective proche, il y aura un procès entre impliquant la RDC et cette société américaine, cette société de droit américain. Quelle honte! Quelle honte que la RDC soit aujourd'hui en procès pour cause de corruption avec un pays qu'elle est en train de solliciter pour venir, n'est-ce pas, pacifier la RDC. C'est grave. Et c'est honteux. On espère qu'on aura beaucoup plus d'éléments de transparence, on aura beaucoup plus de faits pour vous revenir et vous donner d'amples détails. Mais retenez que la RDC est accusée de corruption par la société américaine, n'est-ce pas, Pay Service Bank, qui devrait, n'est-ce pas, assurer la digitalisation du secteur de l'économie en République démocratique du Congo. Très chers abonnés, alors nous sommes toujours en train de décrypter différents faits qui ont marqué l'actualité politique en République démocratique du Congo, l'actualité multidimensionnelle, puisque je vous ai parlé de Moïse Katumbi en début d'émission. Moïse Katumbi, qui soit dit en passant, est jusqu'à maintenant traité d'étranger par la plupart des Congolais. La plupart de gens qui ont prêté, n'est-ce pas, allégeance au pouvoir actuel ne cessent de les traiter d'étrangers. On a entendu par le passé certains les traiter de Zambiens, d'autres de Grecs, d'autres de Romains, d'autres l'ont traité de Juifs, d'Érythréens, d'Éthiopiens. On a vraiment entendu des nationalités au point qu'on se demande si Katumbi porte combien de nationalités. Peut-être qu'il en porte même 10 selon certains gens. Mais retenez que quand même Katumbi vient de sauver la RDC d'une honte. De quelle honte il s'agit, mesdames et messieurs? De quelle honte il s'agit? Vous savez très bien qu'il se pose aujourd'hui un sérieux problème dans les secteurs des sports en République démocratique du Congo. De quel problème il s'agit? Il n'y a quasiment plus d'infrastructures viables et fiables et même homologuées en République démocratique du Congo. Là, je suis dans les secteurs des sports, plus précisément dans les secteurs du football. Les derniers stades qui restent homologués au standard de la FIFA et de la Confédération africaine de football, c'est les stades TP Mazembe, qui dirait que ça n'appartient pas à l'État congolais, mais appartient à un privé, Moïse Katumbi. Et donc, c'est le seul stade aujourd'hui qui est homologué en République démocratique du Congo et qui rejoint les standards modernes, les standards fixés par la FIFA. Puisque l'information que nous allons devoir vous donner est que la CAF a suspendu la dérogation qu'elle accordait au stade des Martyrs. Le stade des Martyrs n'est plus homologué. Le stade des Martyrs ne jouit plus de cette dérogation temporaire qui en faisait une enceinte qui recevait les matchs internationaux. Donc, à l'heure où on est en train de parler, le stade de Martyrs ne peut pas abriter un seul match international. Qu'il s'agisse d'un match des Léopards, d'un match des clubs congolais, Lupopo, il y a encore Lupopo et Maniema Ino, je crois, qui sont encore engagés en compétition africaine interclub. Donc, le stade des Martyrs ne peut aucunement recevoir aujourd'hui un match international. Raison pour laquelle
la CAF a sommé aux différents clubs congolais et même à l'équipe nationale de la RDC de se trouver un nouveau fief où jouer les matchs internationaux. Je ne suis pas en train de créer. Qu'est-ce que la CAF reproche exactement au stade de Martyrs? Qu'est-ce qui manque au stade des Martyrs pour que les stades des Martyrs puissent rejoindre les standards internationaux? Alors, on a essayé un peu d'épingler quelques éléments. Il y a d'abord des manquements graves au niveau des équipements médicaux. Il vous souviendra, très chers abonnés, que sous Serge Nkonde, le ministre Serge Nkonde des Sports, il lui avait été accusé d'avoir détourné la trousse médicale. La trousse médicale. Et donc, jusqu'à maintenant, la trousse médicale du stade des Martyrs pose problème. Puisque la CAF soulève, dans un premier temps, des manquements graves au niveau des équipements médicaux, des installations sanitaires. Des installations sanitaires. Qui dit installations sanitaires voit notamment les latrines du stade de Martyrs. Je parle là des toilettes, des poubelles. On a vu par un passé récent ici sur Web Info Télévision qu'il y a eu même des supporters, des vandales qui ont pillé les poubelles du stade des Martyrs. Un stade qui n'a ni sécurité, on va devoir y revenir. Des vandales sont venus, ils ont pillé les poubelles du stade des Martyrs. Donc il y a un problème au niveau des installations sanitaires également. Une pelouse non conforme ainsi qu'une criante incapacité à tenir des dispositifs de sécurité appropriés. Des installations sanitaires, la trousse médicale, une pelouse non conforme et l'insécurité au stade des Martyrs. Voilà 4 éléments qui ont concouru, n'est-ce pas, à cette levée de la dérogation dont jouissaient les stades des Martyrs. Trousse médicale, sous Serge Nkonde, lorsqu'il était ministre des Sports, on l'avait accusé d'avoir détourné la trousse médicale du stade des Martyrs. 2. Installation sanitaire, ça fait des années et des années que des ministres viennent et passent. D'autres viennent et passent et on nous parle toujours des latrines du stade des Martyrs. Mais finalement, un projet d'assainir les latrines du stade des Martyrs doit prendre combien d'années pour être effectif? Depuis des années, des ministres viennent et disent, voilà, il nous faut une telle enveloppe, évaluée à des millions, bien évidemment, évaluée à des millions pour remettre sur pied les latrines du stade des Martyrs, les installations sanitaires, tout ça, mais rien avant jusque-là. Je ne me rappelle même pas du premier projet destiné à réparer les secteurs sanitaires du stade des Martyrs. Alors, 3, la pelouse. Combien de fois le stade des Martyrs a été fermé, puis réouvert, puis refermé, puis réouvert? Puis pour, n'est-ce pas, la question de la pelouse synthétique. Une pelouse qui est catastrophique. Lorsqu'on la voit, lorsqu'on voit l'équipe nationale jouer dans cette pelouse-là, on se demande même si les joueurs parviendront à enchaîner des passes. Une pelouse qui ne tient plus. Et ça fait des années que des ministres passent, reviennent, d'autres viennent et passent après. Et ils ferment. Il y a toujours un moment où un ministre annonce la fermeture du stade pour réhabilitation totale. Chapeau bas au ministre Serge Nkonde qui au moins lui, je ne suis pas en train de le sortir du lot de ces ministres-là qui ont brillé par une incompétence dans le secteur du sport. Mais au moins lui, il a réussi à achever un projet de l'habillage du stade de Martyrs. Au moins sous Serge Nkonde, on a vu les stades de Martyrs revêtir, n'est-ce pas, les sièges partout. Parce qu'à l'époque, c'était du béton, du ciment où les gens s'asseyaient. Au moins, sous Serge Nkonde, le projet d'habillage du stade des Martyrs est allé jusqu'au bout. Mais qu'en est-il d'autres ministres? Je suis en train de parler notamment du ministre Didier Boudimou, qui, soit dit en passant, ne cesse de verser de l'argent dans des clubs européens. Mais jusqu'à maintenant, le stade des Martyrs n'est pas homologué. Les principaux temples du football en République démocratique du Congo. Pas que du football, parce que c'est un stade aussi olympique, qui a déjà abrité beaucoup d'événements en caractère international. Les Jeux de la francophonie, le match de la charité où Félix Tshisekedi était gardien, même la plupart
Vraiment, plusieurs jeux sportifs ont déjà été, n'est-ce pas, vécus au stade de Martyrs. Mais jusqu'à maintenant, le stade de Martyrs n'est toujours pas dans les standards de la CAF. Ça demande combien? Est-ce que ça demande plus que l'argent, les 60 millions que le ministre Boudimbo est allé verser dans des clubs européens? Je ne pense pas. Pour qu'il y ait une pelouse synthétique aujourd'hui au standard moderne, on envoie dans des petits pays. Les Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie vont organiser la Coupe d'Afrique des Nations prochainement. Sont-ils des pays plus importants que nous dans les secteurs des sports ou des infrastructures? Sont-ils des pays qui ont plus de moyens que nous? Non. On voit des stades homologués au Rwanda, puisque vous aimez effectivement qu'on parle du Rwanda. Un pays que la plupart des Congolais ont appris à vilipender. On voit des stades homologués au Rwanda. Finalement, arrivera un moment où les clubs congolais iront jouer dans des stades rwandais, puisque ces stades-là sont homologués. Chez nous, il n'y en a pas d'homologués. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Des petits stades au Rwanda sont homologués. Les Rwandais qui n'est même pas quantième au classement FIFA, peut-être 200e. Pendant ces temps, nous sommes combien? Nous sommes 9e en Afrique, mais nous ne parvenons pas à nous doter d'un stade homologué au standard international. Donc c'est très honteux et ça devrait nous interpeller, puisque en même temps que nous manquons un peu de tout dans nos différents stades, qu'il nous manque une pelouse synthétique, qu'il nous manque des latrines, qu'il nous manque des trousses médicales, en même temps qu'il nous manque tout ça, les ministres des Sports part quand même investir combien? 44 millions au Barça, un peu plus de 20 millions à Monaco, un peu plus de 20 millions à l'AC Milan, pour ne serait-ce que nous offrir un visage qui, du reste, est vide, qui ne nous produit rien matériellement, qui n'attire pas des investisseurs. Combien d'investisseurs vous avez déjà vu depuis que la campagne visite, disons, RDC Cœur de l'Afrique a commencé? Donc, les répercussions de tout cet argent qui a été versé, n'est-ce pas, par la fenêtre, il n'y en a pas. Et pendant ce temps, on a un championnat qui n'existe quasiment plus. Un championnat où les premiers gagnent 100 000 $. C'est honteux. Pendant toute une saison, vous avez les premiers qui gagnent 100 000 $. Ce n'est même pas à la hauteur des investissements de clubs sur 20 matchs. Et donc, c'est grave, ça devrait normalement nous interpeller. Malheureusement, il y en a toujours de ces applaudisseurs-là qui continueront à soutenir cette mauvaise gouvernance, qui dirait nous fout la honte. C'est la honte. Heureusement que cette honte-là nous a été évitée par un des Congolais qui généralement est traité d'étranger par la plupart des gens, Moïse Katumbi, qui a sauvé le football congolais pour la deuxième fois. Puisque la première fois, Moïse Katumbi, après que la CAF a, n'est-ce pas, refusé d'homologuer les stades Kibasa Maliba de Lubumbashi, les stades dans lesquels devrait jouer Lupopo, Moïse Katumbi a offert du service, a offert son propre stade au FC Saint-Éloi Lupopo. Alors, pour ceux qui connaissent très bien le football congolais, un football très politisé, Lupopo appartient à la majorité, Mazembe appartient à l'opposition. C'est ainsi qu'on a déjà étiqueté ces deux clubs-là. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, dans une des matinées politiques, Kabouya, Augustin Kabouya l'avait lui-même révélé que l'Union Sacrée avait, n'est-ce pas, mis Jacques Kiaboula, l'ancien gouverneur du Haut-Katanga, à la tête de Lupopo pour mieux combattre l'opposition et pour mieux combattre Moïse Katumbi à Mazembe. Donc, Lupopo, c'est la majorité, Mazembe est devenu l'opposition. Alors, comment expliquer que ces clubs de la majorité n'a trouvé de refuge que dans un stade d'un homme de l'opposition que l'on traite du reste d'étrangers? Donc, l'Union Sacrée n'a pas de stade homologué, au point que l'Union Sacrée est allée négocier, puisqu'il y a eu même de correspondance, négocier auprès de Moïse Katumbi le stade TP Mazembe. Pas que ça, puisque hier même, je vais d'ailleurs vous lire la correspondance du TP Mazembe, signé bien évidemment Moïse Katumbi, qui a accordé de l'espace, qui a domicilié l'AS Maniema Union également de Kindu dans son propre stade. Les stades
de Kamalondo, le stade TP Mazembe. Parce que l'AS Maniema Union qui jouait au stade de Martyrs, il a été chassé par la CAF. C'est le terme qu'il faut utiliser. Il a été chassé par la CAF parce que ces stades-là ne répondent plus aux standards actuels, aux standards modernes. Il n'y a plus de latrines, il n'y a plus de trousses médicales, la pelouse est calamiteuse, il n'y a presque rien. Maniema Union également est allé demander à Moïse Katumbi, n'est-ce pas, la permission de jouer dans son stade, dans le stade TP Mazembe. Un stade pardon, qui n'a duré que 2 ans pour être construit au standard moderne. Pendant ces temps, pendant plus de 20 ans, des ministres viennent et passent, détournent de l'argent sans qu'ils ne mettent les stades de Martyrs au standard de la CAF. Alors, c'est quoi la réponse de Moïse Katumbi par rapport à la demande de Maniema Union? Monsieur le Président, faisant suite à la décision de la Confédération africaine de football de retirer l'homologation du stade de Martyrs de Kinshasa à abriter le rencontre internationale, le TP Mazembe accuse réception de votre lettre. Donc, le général Tango Fort, c'est lui bien le propriétaire de l'AS Maniema Union, aurait adressé, ou a adressé, c'est officiel, a adressé une lettre de demande au président Moïse Katumbi, disons à Moïse Katumbi, son homologue de Mazembe, pour jouer dans le stade du TP Mazembe. Voilà donc la suite. Le TP Mazembe accuse réception de votre lettre. La numérotation de la lettre, ça importe peu, par laquelle vous nous soumettez votre demande de domiciliation de votre club dans notre stade pour vos matchs internationaux. Y faisant suite, la direction du TP Mazembe accède favorablement à votre demande et vous accorde son hospitalité dans ce stade construit pour le développement de la jeunesse congolaise. Un étranger qui a construit un stade pour le développement de la jeunesse congolaise. Nous vous invitons à prendre contact avec l'administrateur gestionnaire du stade qui nous lie en copie pour toute formalité d'usage. Le TP Mazembe vous souhaite bonne chance dans votre campagne africaine. Voilà donc la réaction de Moïse Katumbi, qui a accordé, n'est-ce pas, son stade à Maniema Union, une équipe dirigée par un haut gradé de l'armée congolaise. Moïse Katumbi, traité d'étranger par plusieurs militants du régime en place. Malheureusement, plus ils parlent tellement trop qu'ils font peu. Quelqu'un qui est traité d'étranger, qui vient de sauver tout un pays d'une honte. Parce que imaginez, le club congolais allait jouer à Brazzaville. Le club congolais allait jouer au Rwanda. Parce qu'il n'y a pas de stade. Quelle honte. Genre, 20 clubs, un club de Kinshasa se domicilie au Rwanda. Parce qu'au Rwanda, il y a combien? 3 ou 4 stades homologués. Chez nous, il n'y en a aucun. Imaginez la honte de tout un pays de voir ses clubs, son équipe nationale, puisque des rendez-vous des éliminatoires de la CAN 2027 vont arriver d'ici là. Et on se demande où est-ce que les Léopards joueront. Iront-ils jouer au Rwanda? Comme ça, les gens finalement prendront conscience. Donc c'est assez grave et c'est quand même assez révélateur du patriotisme malgré tout. Malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, de l'amour de la jeunesse congolaise que porte Moïse Katumbi, un étranger pour les tambourinaires du pouvoir de Kinshasa, mais qui quand même, avec ses peu de moyens, parvient, n'est-ce pas, à donner le mieux qu'il peut à la jeunesse congolaise, notamment grâce à son stade, je le rappelle, construit pendant 2 ans. Le stade Mazembe, pour être construit au standard moderne de la CAF, n'a duré que 2 ans. On ne peut même pas savoir à quand remontent les premières réhabilitations du stade des Martyrs. Sous les anciens ministres Denis Kambaï, il y avait eu de réhabilitation. Après, d'autres ministres sont passés. Il y a eu de Kaboul, Omwana Kaboul, qui avait été accusé d'avoir
n'est-ce pas, d'avoir vendu une partie du stade, Condé qui avait été accusé d'avoir privatisé une partie du stade et avoir d'ailleurs détourné la trousse médicale. Didier Boudimbo qui lui est, c'est vraiment un génie blanc dans la création des projets pour dilapider de l'argent. D'ailleurs, on vient d'apprendre qu'il en a dilapidé 28 millions. 28 millions rien que pour la Coupe d'Afrique des Nations. 4 matchs, 28 millions. Imaginez si on était allé jusqu'en finale. Donc, on allait arriver à la hauteur des centaines, voire des 100 millions. Pourquoi pas des milliards? Donc, si on va à la Coupe du Monde, il ne restera plus rien dans la caisse de l'État. Il ne restera plus rien, puisque ça, la participation de la RDC à la Coupe du Monde coûtera des milliards à ce rythme, au rythme où on est. Donc, c'est quand même assez grave. Bravo à Moïse Katumbi pour cet acte. Nous ne sommes pas en train de prendre parti, mais quand même, lorsqu'un Congolais fait un acte patriotique, il faut l'applaudir. De la même manière que nous applaudissons le dignitaire du régime lorsqu'ils posent des actes louables pour la République démocratique du Congo. Alors, vraiment beaucoup d'insultes en commentaire. On va essayer de les lire du mieux qu'on peut. Je suis en train vraiment de passer en revue les différents commentaires. Mukendi Patient. Tu as raison, mon frère. Merci beaucoup, cher Mukendi. Asuka Asumani, bravo. Merci beaucoup. Vraiment beaucoup d'insultes. La déontologie voudrait que l'on ne lit pas à haute voix les insultes. Je vois plusieurs injures aux journalistes qui, celui-ci, ne fait que son travail d'informer. Ce qui est pire dans tout ça, ils sont animés par le mauvais patriotisme. Merci beaucoup, RDC Téléma. Merci beaucoup pour ces messages. Malheureusement, bon, on en est déjà habitué, très cher RDC Téléma. Un journaliste, c'est comme Jean-Baptiste dans les déserts. Son information, c'est de rapporter les faits, qu'importe les réactions des uns ou des autres, parce que la plupart des réactions sont dictées par les émotions plutôt que par la raison. Merci beaucoup, très cher RDC Téléma. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de commentaires. Comment peut-on avoir les stades de Mazembe agréés et à Kinshasa, les stades n'est pas homologué? Quelle honte! Justement parce que le stade TP Mazembe est mieux entretenu. Le stade TP Mazembe a été bien construit au standard international et le stade TP Mazembe est bien, n'est-ce pas, est bien géré. Donc, c'est tout ce que moi, je peux vous dire, très cher Olivier Koulazité. Merci beaucoup de nous avoir écrit, très cher Olivier Koulazité. On ne sait à partir d'où, mais quand même, merci d'avoir donné votre avis par rapport à ces sujets d'actualité. Alors, juste avant de finir, nous allons devoir vous montrer la réaction de Didier Boudimbo, ministre des Sports, qui répondait à la question de savoir qu'est-ce qui justifie la situation actuelle du stade des Martyrs. Alors Didier Boudimbo était en train de répondre à la RTNC, où il parlait notamment du stade de Martyrs et de son sort. Suivez Didier Boudimbo dans le cadre de cet élément, puis on revient après pour conclure ensemble, très chers abonnés. Monsieur le ministre, problème est Zalinini. Bah frappe et bétami trop dans le stade de Martyrs. Voilà. C'est ça que bah frappe et bétami trop. Depuis plus de 15 ans, les loyaux, ils ont travaux, bah changer pelouse mabé, bah changer bah gradin, bah tse bah kiti ndambo alors que mbongo bimaya bah kiti nyonso, ainsi de suite. Yango na écran petit le géranium. Yango les loyaux, ceux qui yo po elbiso na projet à obongisa, il faut tout na yo. Cause wango teneti attaque personnelle, faut tout na yo, faut rassurer bateau. Actuellement, le stade de Martyrs a une homologation qui est provisoire.
Il faut que la homologation définitive. Pour le faire, nous devons refaire l'aire de jeu. Donc, pour inventer des travaux, nous devons refaire l'aire de jeu pour tout ça, quelque chose de pelouse hybride. Ça, nous devons le faire. Nous devons le faire. Mais même quand on l'aura fait, nous devons encadrer certaines prestations aussi d'artistes au PB, des fois, l'aire de jeu. Nous devons aussi encadrer l'entrée. Donc, nous devons élever clôture à Stade de Marty et comme un minimum entre 5 à 6 mètres. Parce que clôture Nabiso, moi, la nuit, à côté, il se retrouve à l'intérieur. Voilà donc le ministre Didier Boudimou qui a été en train de répondre à la question relative à l'état du Stade des Martyrs. L'état vraiment piteux puisque le Stade des Martyrs vient de voir son homologation temporaire, sa dérogation être retirée par la Confédération africaine de football. Donc Didier Boudimou accuse le comité de gestion du Stade des Martyrs, le comité de gestion qu'il a lui-même placé. Puisque à son avènement au ministère des Sports, il avait choisi ses acolytes pour en faire les gestionnaires du Stade des Martyrs. Et devant un plateau, il est allé accuser les gestionnaires du Stade des Martyrs. La question, c'est la responsabilité. Les députés nationaux vont-ils convoquer les gestionnaires du Stade des Martyrs ou les ministres des Sports? Qui est responsable de cet état du Stade de Martyrs? Et malheureusement, aucun député, j'en ai vu quelques-uns par le passé, je pense Serge Nkonde qui une fois avait interpellé le ministre des Sports, je pense. J'ai vu aussi une indignation de Irachan également. Mais vraiment, on ne sent pas cette détermination des députés à demander des comptes au ministre des Sports ou à n'importe quel ministre. Pourtant, il y a vraiment des choses à dire et des choses à expliquer dans le gouvernement de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, très chers abonnés, de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux à décrypter avec nous ces différents faits d'actualité. Merci d'avoir été là une fois de plus. Nous disons merci à Faustin Mouiwa qui nous a réalisé. Nous disons merci à tous les gens qui ont commenté, à tous ceux qui continuent à insulter, bien évidemment. Ça nous fait énormément du bien. Merci également à Jenny Toali qui a assuré la supervision, mais également à Thomas Zawadi pour la direction de ces numéros. Quant à nous, nous vous disons merci et à très bientôt.